ndenge nini kosala pona kosomba ndule na afronote.com. Yayambo banda par ko se connecter na www.afronote.com. Pona catégorie oyo olingi na barre rouge oyo eza likolo. Ensuite, pona miziki oyo olingi kosomba. Ekomema yo na page oyo okomona miziki oponi likolo, puis na sena yango ba album misusu ya même catégorie wana. Ensuite, cliquez sur ajouter au panier. Ekomema yo na page ya paiement soki oza na compte PayPal okoki kofuta mbala moko. Au cas où oza na compte PayPal te komi tongisa te, cliquez na option commander. Soki oza déjà na compte Afronote okoki kotia email na yo na mot de passe pona ko se connecter. Soki oza na compte Afronote te, complétez ba information na yo pona ko créer compte na yo puis cliquez na continuer. Et komema yo na page moko esika okopona mode de paiement na yo. Na Afronote toza na ba mode de paiement nyonso. Après kopona mode de paiement na yo, cliquez sur passer la commande. Après, ekomema yo na page ya confirmation okofina na mes produits téléchargeables. Télécharger peut installer Flux Player. Fongola Flux Player, tia email na mot de passe oyo otiaki tango osombaki miziki pe okomona miziki na yo ekobanda ko télécharger. Okoki pe kosomba directement na téléphone na yo, pona yango télécharger kaka application Afronote pe Flux Player. En cas de mutungisi ou mindondo, komela biso na live chat to benga biso toza disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le ministre de l'Intérieur va pour l'enterrement d'un policier. Parfois, un membre de la famille d'un policier chahute le ministre qui est là. Ça ne veut pas dire que le gouvernement français est décadent. C'est la démocratie. Et vous voulez que les gens applaudissent lorsque les proches sont morts. C'est normal. Il faut vous féliciter de ce que nous sommes dans un pays où les gens s'expriment librement. Donc, là, les gens ont dit qu'ils n'étaient pas contents d'avoir perdu les leurs. Et le Premier ministre a eu la réponse juste en disant que ce n'est pas avec les émotions que nous allons mettre fin à cette insécurité. C'est par des actions bien planifiées. C'est par une détermination froide face à ces ennemis que nous allons faire les choses. Alors, dites-nous ce qui s'est passé, donnez-nous des informations et nous allons les pourchasser. Et je pense qu'il a été entendu. Parce que c'est grâce à ces informations qu'aujourd'hui, nous avons fait une moisson de 80 ADF dans les prisons. Donc ne restez pas sur les épiphénomènes de quelqu'un qui pleure un père mort, quelqu'un qui pleure une femme tuée, quelqu'un qui pleure une mère égorgée devant ses yeux. Devant qui voulez-vous qu'il exprime cela, cette douleur? Sinon devant celui qui représente l'État. C'est tout à fait normal. Donc pour nous, c'est un épiphénomène. Ça n'a rien de décadent. Donc nous ne nous sentons pas en décadence, comme vous le dites. Pour nous, tout décès est une mort de trop. Même ce manifestant qui a reçu une balle, nous ne pouvons que regretter de tels incidents consécutifs à des manifestations organisées sans doute de bonne foi, où les gens qui y participent sont de bonne foi, même si certains organisateurs, leur bonne foi peut être mise à caution. Mais il faut intégrer l'idée que dans une zone opérationnelle ou dans une scène de crime, on ne peut pas manifester. Parce que vous allez gêner l'enquête. Vous allez faire le jeu de ceux qui ont tué vos proches. Parce qu'on ne va pas les retrouver. Si vous corrompez la scène du crime, les enquêteurs savent ce que cela veut dire, corrompre une scène de crime. C'est-à-dire que vous y amenez d'autres éléments qui vont faire qu'on ne saura plus c'est les pas de qui, c'est les traces de qui, c'est la chemise de qui, c'est la balle de qui est là. Et donc on va garantir l'impunité à ces gens-là parce que l'enquête est compromise par le fait que tout le monde est venu sur la scène de crime, soi-disant pour manifester une colère. Et en réalité,
nous avons l'impression que ceux qui essayent d'orienter les manifestations vers ces lieux ne sont pas bien intentionnés. Il faut intégrer que Béni est devenue une zone opérationnelle et que dans une zone qui est déclarée opérationnelle, ce n'est pas le lieu de déployer des manifestants au risque de perturber des opérations de traque de ceux qui ont tué les vôtres. Si on a 100 soldats à affecter à la traque et qu'il y a des désordres à Béni, mais on va faire revenir 20 ou 30 pour encadrer la manifestation. Il n'y en aura plus que 70 pour traquer. Alors qu'est-ce qu'on cherche? On attrape les gens qui ont tué nos frères, ou bien qu'on vienne encadrer des gens qui veulent simplement se gargariser que c'est eux qui représentent le peuple parce qu'on va les voter, c'est eux qui ont amené les gens aux manifestations. Voilà le problème. Donc il faut garder la tête froide. C'est le conseil que nous donnons. Mais nous ne disons pas qu'il ne faut pas exprimer des sentiments. Les gens peuvent exprimer des sentiments. Ils les ont exprimés. Le Premier ministre les a entendus. Il leur a répondu. C'est le signe que la démocratie se porte bien et que nous respectons notre peuple dans sa douleur. Donc le Premier ministre a dit que ce n'est pas l'émotion qui va nous faire vaincre le danger du terrorisme, mais la raison et la stratégie. Et c'est la réponse que moi je vous donne. Alors, en ce qui concerne la définition de ce problème, le terrorisme, vous vous dites que cette thèse a du mal à passer. Je ne sais pas. Nous définissons une situation en fonction des éléments qui sont en notre possession. Je viens de vous donner les composantes qui nous permettent d'arriver à cette conclusion qu'il s'agit du terrorisme international de type islamique. Nous avons des données que nous n'avions pas pu donc partager avec le reste de la communauté internationale, que nous avons commencé à partager récemment. Saisi à Moualika, saisi à Nadoui, saisi à Médina, où il est clair qu'il y a des liens, il y a des cycles de formation par des chebabs sur ces éléments-là. Nous avons des gens d'une demi-douzaine de nationalités que je vous ai citées ici. Donc ça n'est plus un problème congolo-congolais, ça n'est plus un problème ougando-congolais, puisqu'on dit l'ADF est ougandaise, c'est le Congo qu'ils attaquent, donc c'est un problème seulement entre l'Ouganda et la RDC. Non, il y a des Tanzaniens, il y a des Éthiopiens, il y a des Soudanais, il y a des Rwandais. Donc ça devient un problème plus ou moins global, un problème africain. Et l'immixtion des chebabs, les chebabs, ce n'est pas des enfants de cœur, ce sont des terroristes. Un terroriste ne va pas aller enseigner des systèmes de combat à des gens qui ne sont pas comme lui, qui ne tient pas à utiliser pour faire du terrorisme. On a des éléments que nous avons mis à disposition de nos partenaires. Ce sont des éléments objectifs. Donc, si la communauté internationale vous a dit que ça passe mal, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas cette impression. Je viens de recevoir le chargé d'affaires américain. Ils sont très soucieux, très découvrir que les chebabs ont pu avoir accès à ces éléments ADF sur notre territoire. Mais je ne sais pas quelles sont vos sources pour dire que la communauté internationale ne reçoit mal la définition que nous donnons de ce phénomène. Je pense qu'il va falloir vivre avec l'idée que la RDC, comme le Mali, comme le Kenya, comme le Nigeria, comme le Tchad, est victime du terrorisme international. Et donc que la RDC mérite bien la solidarité de ses partenaires de la communauté internationale. On peut aimer, ne pas aimer, mais la menace est globale. Si vous dites parce qu'on n'aime pas les Congolais, tels dirigeants congolais, nous n'allons pas y aller, demain, ils vont profiter des richesses qui sont au Congo pour devenir plus forts et vous atteindre. Parce qu'il n'y a personne qui est à l'abri du terrorisme international, même les États-Unis. Parce qu'ils frappent même les États-Unis. La plus grande frappe terroriste, c'est aux États-Unis, lorsqu'il y a eu 3000 morts à la fois. Donc croyez bien que personne ne néglige cette menace-là, ou ne devrait négliger cette menace-là. C'est pourquoi nous
nous avons porté à leur attention, à leur connaissance, cette information qui ne nous concerne pas seulement nous-mêmes, parce qu'elle est globale. Joachim Diana, du journal La Colombe. Excellence, j'allais dire sans objet après ce dernier développement que vous venez de faire, mais j'aimerais... Ce n'est pas par hasard que c'est l'Est, estimé comme une des parties où il y a des minéraux stratégiques, il y a une grande richesse, que ce développement, qu'il y a ce développement, cette installation de cette sorte de violence, parce qu'en fait, les ADF devraient être en complicité avec le peuple congolais parce qu'ils fuient chez eux. Cela devrait leur accorder l'hospitalité, c'est là qu'ils devraient être à l'aise avec la population. Les attaquer, mais en fait, c'est pour les neutraliser, pour leur laisser les zones minières et consorts. Ben, on va en Libye, ce sont des zones pétrolières qui sont attaquées, donc il n'y a donc pratiquement rien. Mais pourquoi le gouvernement ne privilégie pas cette thèse pour dire que effectivement ces gens sont là pour s'enrichir, qu'ils aillent enrichir d'autres terrorismes, mais qu'on protège les zones minières. Peut-être qu'en protégeant les zones minières à l'Est, on pourrait rendre ces gens-là, ils trouveraient inutile de rester dans un coin où ils ne pourront plus tirer ne fût-ce qu'un petit once d'or. Bien, Monsieur Diana, lorsque les gens du M23 nous ont fait la guerre, ils avaient déjà tendance effectivement à se focaliser sur des zones d'extraction du coltan. Souvenez-vous. Nous avons fait reculer cette menace et vous constaterez aussi que même les résidus des FDLR ou d'autres groupes armés nationaux tendent souvent à se développer autour des zones d'exploitation minière. Donc, votre remarque est tout à fait fondée. Je pense que l'un des objectifs de la nouvelle offensive, réponse à ces offensives asymétriques, est de pouvoir assécher la mare, c'est-à-dire empêcher ces gens d'accéder à des ressources. Et les ressources, c'est quoi? Ce sont les ressources minières qui peuvent permettre à ces gens, en vendant ce qu'ils peuvent exploiter, extraire de notre sous-sol, s'équiper ou équiper leurs maîtres. Ils sont à l'extérieur. Et donc, je ne voudrais pas ici trop épiloguer sur les stratégies ou l'approche tactique de notre le Conseil supérieur de la défense qui a travaillé, mais on dirait que vous avez participé à ces travaux, puisqu'effectivement, c'est une des conclusions auxquelles on est arrivé. Il y a effectivement une fixation de tous ces groupes sur des zones soit aurifères, soit sur des zones d'exploitation du coltan, là où ils peuvent facilement opérer sans qu'il y ait de la population autochtone autour et pouvoir autonomiser en quelque sorte ces zones-là, les administrer à leur gré et pouvoir extraire des moyens qui leur permettent de se multiplier. Lorsqu'on m'a posé la question ici sur les motivations, j'ai immédiatement pensé à cela, mais je ne vais pas dévoiler toutes les conclusions de ce que le Conseil supérieur de la défense a pu trouver, mais vous n'êtes pas très loin de la vérité. C'est exactement cela. Je suis Dadi Songozo, je travaille pour le compte de TV5 Monde. Monsieur le ministre, vous avez parlé de 80 éléments terroristes, comme vous les appelez, qui ont été capturés. Nous voudrions un peu avoir une idée précise. Il y a combien de temps que tous ces 80 éléments ont été arrêtés? Ça, c'est une première phase de notre préoccupation. Ils sont combien, ceux qui ont été arrêtés? Deuxième préoccupation, vous parlez de la MONUSCO, qui n'est pas à la hauteur de sa tâche par rapport à sa mission, en ce qui concerne ces cas précis. Non, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit.
J'ai dit le soutien de la MONUSCO n'est pas à la hauteur du défi. Je n'ai pas fini. Oui. Non, parce que quand vous dites ça, c'est comme si j'ai dit que la MONUSCO n'est pas à la hauteur. J'ai dit que l'appui de la MONUSCO n'est pas à la hauteur du défi que nous rencontrons. Oui, l'appui de la MONUSCO n'est pas, monsieur le ministre, alors que en première position, ce sont nos forces armées qui font le travail. Oui, c'est pour cette raison que vous parlez de l'appui des autres. Mais sous d'autres cieux, j'aimerais un peu avoir une idée précise. Est-ce qu'il n'y a pas contradiction? Sous d'autres cieux, il y a des terroristes. Effectivement, c'est difficile, comme vous essayez de le démontrer ici. C'est difficile. Ce sont des guerres asymétriques, comme vous le dites. En même temps, vous demandez à ce que la MONUSCO puisse vous soutenir pour vous aider à éradiquer les terroristes. Est-ce que là, il n'y a pas contradiction? Est-ce que vous voulez une chose faire et que vous n'êtes pas en mesure de le faire, les autres doivent vous aider? Ça, c'est tout à fait reconnu, et que vous ne parvenez pas à vous demander l'appui des autres s'ils ne sont pas en mesure de le faire. C'est une manière de fuir votre responsabilité, monsieur le ministre. Merci. Non, vous ne m'avez pas compris. Parce que vous avez confondu un peu, vous vous êtes un peu entremêlé les pinceaux. Lorsque nous parlons de l'appui de MONUSCO, c'est un appui qui a été voté au Conseil de sécurité. La MONUSCO n'y peut rien. Elle ne peut que exécuter une mission qui lui a été donnée par le Conseil de sécurité. Porter appui au FARDC. Ici, nous parlons d'une menace qui est terroriste, qui n'a pas été définie comme telle par le Conseil de sécurité. Vous comparez notre situation à la situation du pays. Allons avec la comparaison jusqu'au bout. Est-ce que ces autres pays qui font face à une menace de type terroriste sont sous embargo, comme nous le sommes? Quand vous aurez répondu à cette question, vous aurez compris notre inquiétude. Pourquoi maintenir l'embargo sur les armes que nous devons nous contorsionner pour acheter, alors que d'autres ont accès facilement même à acheter des armes ou à recevoir des armes, et que nous n'avons pas cet accès-là, mais nous sommes obligés de faire face à un même type de menace. Donc je n'ai pas dit que la MONUSCO ne fait pas. La MONUSCO fait ce que le Conseil de sécurité lui a demandé. Il s'agit de notre relation avec la communauté internationale. Vous devriez voir que notre appel s'adresse au Conseil de sécurité. Je ne parle pas de la MONUSCO. La MONUSCO n'a pas de décision à prendre. C'est le Conseil de sécurité qui dit à la MONUSCO ce qu'elle doit faire, et la MONUSCO fait ce que le Conseil de sécurité lui a demandé de faire. Donc, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il y a des choses qu'on peut faire en tenant compte du fait que notre pays fait face à une menace de type terroriste, donc de type global, et qu'il faut lui donner le même traitement que les autres pays. On ne peut pas nous considérer, nous, comme un pays, une sorte de demi-portion qu'on peut maintenir sous argot, parce que ce n'est pas tellement grave, avec seulement... Non. Il faut nous ouvrir la possibilité, par exemple, de nous équiper en armement. Si la MONUSCO est là, elle apporte l'appui, elle apporte du carburant, elle apporte à manger à nos troupes. Mais est-ce que c'est de ça seulement dont nous avons besoin? Mais elle ne peut pas aller au-delà, puisqu'elle est limitée par ce que la mission que le Conseil de sécurité lui a donné. Donc notre requête s'adresse à ceux qui décident, pas à la MONUSCO. Donc vous descendez d'un cran. Nous sommes là, vous êtes à ce niveau. Il ne faut pas me ramener au niveau des pâquerettes. La MONUSCO ici exécute une mission. Nous parlons de ceux qui définissent la mission. Apparemment, de la nature du défi. Et la mission de la MONUSCO n'est pas à la hauteur du défi, qui est un défi terroriste. Et nous voulons qu'on puisse nous traiter de la même manière qu'on traite les autres pays qui font face à ce défi terroriste, qui est un défi global, qui va aussi dans l'intérêt de ceux qui sont membres du Conseil de sécurité, pas seulement pour les Congolais. Donc voilà ce que j'ai dit. Nous prenons deux derniers intervenants pour mettre un terme à la communication de ces jours. Top Congo et Kin 24. C'est José Ipachi, Top Congo FM.
C'est le ministre, j'ai deux petites questions. Je parle dans le cadre de la CIRGL. Il y a souvent des réunions de sécurité qui se tiennent sur la lutte contre la criminalité. Or, selon vos propos, parmi les tueurs capturés, il y a des ressortissants de certains pays voisins qui font partie de la CIRGL. Alors, pouvons-nous dire qu'il n'y a pas de vrais échanges d'informations lors de ces réunions? Est-ce que les ambassadeurs de ces pays voisins et amis dont sont originaires ces massacreurs capturés seront interpellés par le gouvernement de la RDC ou au besoin envisager la rupture des relations diplomatiques comme ça s'est fait partout ailleurs? Car jamais on a entendu qu'il y a des Congolais qui partent opérer tranquillement dans certaines parties, comme les font dans la partie est de notre pays. Certainement que, comme vous les appelez les radicalisme djihadiste là, ils doivent être passés par ces pays voisins pour se retrouver en RDC. Voilà mes deux préoccupations. Nous avons partagé avec nos partenaires de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs toutes les informations auxquelles nous avons eu accès en détruisant les places fortes des ADF, et nous attendons recevoir un appui conséquent, notamment en termes de lobbying auprès des décideurs de la part de cette organisation régionale. Gérer des situations de cette nature dans la région. Mais vous devez prendre en compte le fait que ce n'est pas la simple appartenance à une organisation régionale qui résout tous les problèmes. Ce n'est pas le fait que nous soyons tous membres de la CIRGL qui fait qu'automatiquement certaines zones d'ombre n'existent pas entre nous. D'où la nécessité de ces contacts. J'ai vu même des critiques de gens qui s'amusaient à vilipender notre président parce qu'il a rencontré président d'un pays membre de la CIRGL, ou le président rwandais, président d'un pays membre aussi de la CIRGL. Je pense que c'est important. Nous avons eu des fâcheries aussi avec ces pays, notamment avec le Rwanda. Notre ambassadeur a été rappelé. Il vient à peine d'être décidé de rétablir au niveau normal les relations diplomatiques. Il y a eu des raisons à cela. Et donc, peut-être que ces évolutions, ces informations qui ont été partagées maintenant entre nous, entre notre président et leur président, ont fait évoluer les choses, de façon à ce que les échanges de renseignements peuvent devenir beaucoup plus fluides. La CIRGL n'est pas un État. La CIRGL est une structure qui a ses objectifs, qui sont libération. Forcément, au niveau bilatéral, il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Et donc, en plus de ce qu'on peut résoudre au plan régional, il y a nécessité de ces contacts bilatéraux. Nous savons qu'il y a un mouvement important à partir de l'Ouganda vers ici, de ces groupes terroristes qui insécurisent aussi l'Ouganda. Il est bon que notre président parle avec le président. Et ces échanges de renseignements, si tant est qu'ils existent déjà, faire le point, évaluer pourquoi est-ce que, même si ces informations, ces échanges de renseignements existent, il y a toujours ces mouvements. Est-ce qu'il n'y a pas des choses à améliorer? Chaque jour, les choses peuvent être améliorées. Ce n'est pas un mal. C'est pourquoi il y a eu ces contacts avec l'Ouganda, c'est pourquoi il y a eu ce contact avec le Rwanda. Ça ne peut que faire du bien à l'amélioration de la sécurité dans notre pays. Nous ne pouvons pas envisager la rupture des relations diplomatiques avec un pays pour la simple raison qu'un citoyen de ce pays a été trouvé parmi les terroristes opérant chez nous. Ça n'aurait aucun sens. Sinon, aucun pays n'aurait de relations diplomatiques avec un autre. Vous trouverez des djihadistes
Américains qui opèrent en France ou des Français qui opèrent, je ne sais pas moi, en Arabie Saoudite et tout ça. La responsabilité est individuelle. Ce n'est pas la responsabilité. Il faut simplement que les pays se mettent d'accord pour échanger entre services d'intelligence des renseignements qui leur permettent de neutraliser ces forces négatives qui les mettent en insécurité. C'est pourquoi la diplomatie est un domaine réservé des chefs d'État parce que c'est extrêmement délicat. Pour qu'un service de renseignement vous lâche des informations dont il dispose, généralement, il faut une instruction formelle du chef de l'État. Donc ce n'est pas mauvais que les chefs d'État se voient pour autoriser leurs services à lâcher des renseignements dont leurs services peuvent disposer et qu'ils ne sont pas obligés de mettre à notre disposition parce que ce n'est pas nous qui les payons. Ce n'est pas dans nos crédits budgétaires qu'ils émargent pour pouvoir recueillir des renseignements et nous les donner. Donc voilà la réponse que je peux donner à votre préoccupation. Prenons la toute dernière question. Excellence, Geneviève Makoulou, King 24 Télévision. Dans votre allocution, vous avez fait allusion aux Congolais qui seraient impliqués dans les attaques de Beni. Est-ce que cette thèse confirme les rumeurs qui font état dans les attaques de Beni? Et ma deuxième question, par rapport au dialogue, on a vu les évêques consulter la classe politique. Est-ce que c'est une façon ou bien une voie pour le gouvernement de confier la facilitation aux évêques? Bien, j'ai dit qu'il y avait plusieurs nationalités parmi les terroristes. J'ai cité les Tanzaniens, les Soudanais, les Ougandais, les Éthiopiens, les Somaliens, etc. et des Congolais. Alors, à moins que vous ne me disiez que tout Congolais est membre des FARDC, vous pouvez justifier votre question. Je n'ai pas dit qu'il y a des membres des FARDC ont été attrapés comme membres de cette nébuleuse terroriste. J'ai dit des ressortissants congolais. Je n'ai pas dit qu'on a pris des membres, des militaires des FARDC parmi ces gens-là. Ce sont des citoyens congolais comme vous et moi, qui ont agi, qui sont responsables. Tout Congolais n'est pas FARDC. Nous sommes quoi? 70 millions de Congolais. Et nous n'avons pas une armée de plus de 200 000 hommes. Alors pourquoi FARDC? Qu'il y a un chercheur, appelons-le comme ça, que nous avons d'ailleurs expulsé de notre pays, de ces chômeurs qui cherchent du travail à tout prix, et qui écrit des rapports sur rapports, qui a voulu incriminer nos forces armées. Il n'a apporté aucune preuve à ce qu'il a raconté, que des FARDC seraient impliqués. Nous n'avons pas ces preuves-là. Croyez bien, si nous avons la moindre preuve, ces gens seront arrêtés. Et il y a des officiers qu'on a arrêtés pour négligence. Il y a des officiers qu'on a arrêtés pour collaboration avec les... Vous le savez bien, on les a jugés, quel que soit leur grade. Ils sont en train de purger leur peine. Mais ici, dans le cas des 80 qui sont arrêtés, il n'y a pas de militaires congolais. Donc, il n'y a pas de FARDC à impliquer là-dedans. Quant au dialogue, le gouvernement n'a pas à commettre qui que ce soit dans la facilitation. Le gouvernement n'est même pas parti au dialogue. Le dialogue a comme partie prenante la majorité présidentielle, l'opposition et dans une certaine mesure la société civile. Le dialogue a été ou par la majorité présidentielle, mais par le président de la République. Institution. C'est une institution de la République. Donc, nous, gouvernement, nous ne faisons que faciliter les choses, sécuriser une initiative qui a été prise par la première institution du pays, rendre les choses aisées. Lorsque, en sa qualité de président du Conseil des ministres, il ordonne à notre ministre de la Justice de faire en sorte qu'il y ait des libérations de détenus. Le ministre, en tant que ministre des prisons, s'exécute parce que tel
est la règle du fonctionnement constitutionnel, mais vous dire que le gouvernement est impliqué dans l'organisation du dialogue, ça serait vous mentir, madame. De la République, en sa qualité d'institution en charge du bon fonctionnement, de garant du bon fonctionnement des institutions, qui a initié le dialogue. Pas la majorité présidentielle, pas le gouvernement. Donc, que les évêques s'impliquent, c'est peut-être le président qui leur a demandé de s'impliquer, parce que dans cette affaire, il y a le président, et puis il y a le facilitateur qui aide que cette initiative du président puisse prendre corps. Mais le gouvernement n'est pas impliqué dans l'initiative à donner une lecture de l'implication des... Nous nous félicitons simplement du fait que l'implication des évêques rapproche les positions entre les parties prenantes que nous sommes. Parce qu'il y a dans le gouvernement la majorité présidentielle aussi. Et donc nous nous rendons compte que cette implication des évêques, quels que soient ceux qui l'ont rendu possible, rapproche les points de vue parce que le dialogue est la seule voie qui nous permet d'éviter que le pays ne plonge dans une situation chaotique qui va appeler le gouvernement à lâcher ce qu'il est en train de faire pour rétablir les grands équilibres macroéconomiques, pour se consacrer à des tâches de sécurisation, alors que nous sommes déjà partis pour reconstruire le pays. On risque d'être distrait. C'est une bonne chose. Lorsque quelque chose de bien se fait, il ne nous est pas interdit de reconnaître que c'est bien et d'applaudir. C'est ce que nous avons fait. Mais nous n'avons pas à nous accaparer d'une initiative qui ne nous appartient pas de prendre. Je vous remercie. Spectateur, c'est là que s'arrête ce point de presse de ce jeudi 18 août 2016. La rédaction de la radio-télévision nationale congolaise, Wivine Ndiata, Bobette Wakeba, Godefroy Kabundi, Astrid Congo, avec tous ces membres de la rédaction, nous allons essayer de résumer ce qui a été le point de presse du ministre Lambert Mende Malanga, ministre en charge de la communication et des médias. Deux points importants, bien que les amis ou les confrères journalistes sont allés en détail, mais nous allons vous dire qu'il y a deux points importants qui ont été évoqués au cours de ce point de presse. Wivine Ndiata, avec vous, nous allons commencer en Kikongo pour dire aux téléspectateurs qui nous ont suivis, et là nous résumons qu'est-ce qui a été dit, le point le plus essentiel. Wivine Ndiata. Matundu mingi mpangi kukuma mingi panzi ba mpangi luzulu befona zabati awa mbuta weke talaka mambo ya kupanza sango Lambert Mende Malanga mikato kumonisa ba mambo zole ya mfunu mingi pe. Orao, il est là. Cette boîte a fait de l'Afrique un village. Ma solo est changé. C'est-à-dire que Tchad, Azaliao, Maroc, Azaliao, Nigeria, Azaliao. Au niveau qui écoute Afrique à côté, Afrique du Sud, Azaliao. C'est grâce à Orao. Yangonde, je recommande aux Africains, au peuple du monde entier, de rentrer dans Orao. Condensé africain. Congo Kutu Kolobate, démission et tonna meka. Olingini RTGA. Avec cette box, retrouvez Casarima à la télévision.